Alors, je commence. Eh bien, bonsoir, mesdames majoritaires et messieurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, merci beaucoup à l'UPPA pour cette invitation à parler de poésie, je dirais, dans un monde en guerre, à parler de poésie et de femmes en ce mois de mars qui est, comme nous le savons, le mois pour la lutte des droits des femmes et également le printemps des poètes. Donc merci aussi particulièrement à Gisèle et à André, sans qui voilà, je ne serai pas parmi vous ce soir. Alors j'ai prévu de vous parler de poésie, de la mienne, mais pas seulement, aussi de la poésie d'autres femmes que j'aime, qui m'accompagnent, dont la lecture m'accompagne. Et j'ai pris uniquement des femmes vivantes pour vous parler de la poésie des autres femmes. J'aurais pu évidemment remonter à très longtemps, Christine de Pisan, Louise Labbé, Pernette Duguillet ou Marceline Desbordes-Valmore, mais je ne me cantonnerai aujourd'hui qu'à des femmes vivantes. Voilà. Alors, moi, j'ai rien à vous apprendre ou à démontrer ou j'ai pas de certitude à partager avec vous. Je vais vous raconter quelque chose autour de la poésie. Je vais émailler ce que je vous dis, surtout de lecture. Et puis, si vous avez envie que nous échangions, je serai ravie de pouvoir parler avec vous. Si à des moments vous avez envie de faire des remarques ou de poser des questions, n'hésitez pas à le faire. C'est pas du tout... c'est pas très organisé. Voilà. Alors, avant de commencer vraiment à parler de la poésie et des textes, j'ai l'habitude de faire, je l'ai fait vendredi dernier, comme le disait André, à la prison, je le fais parfois quand il ne s'agit pas seulement d'une lecture, je plante 4 piquets. Alors, ça vous paraît peut-être bizarre, mais pour moi, c'est important de planter 4 piquets pour savoir dans quel espace nous parlons et pour être d'accord sur un ensemble de choses très simples. Et ces 4 piquets, c'est aussi un petit peu la façon que j'ai moi d'écrire aussi. Quand j'écris, quand je travaille sur un livre, je ne pars pas à l'aventure. Je délimite toujours ma prairie. Je plante 4 piquets. Alors d'ailleurs, en parlant de prairie, il y a un tout petit poème, comme souvent le sont les poèmes de Emily Dickinson, qui dit « Pour faire une prairie, il faut un trèfle et une abeille, un seul trèfle et une seule abeille. La rêverie suffira si l'on manque d'abeilles. » Voilà. J'aime beaucoup ce petit texte qui est ma prairie à moi. Donc dans cette prairie où je vous invite, je plante 4 piquets et je m'excuse d'avance si parmi vous il y en a qui sont extrêmement férus de poésie et qui vont trouver que je dis des évidences. Cependant, pour moi, ce sont des évidences qui sont bonnes à rappeler en toutes circonstances. Alors, mon premier piquet, c'est poésie. Étymologiquement, ça veut dire création. Voilà, c'est important de le savoir. Mon deuxième piquet, c'est que la poésie dont je vous parle ce soir, c'est la poésie qui est dans le poème. Ce n'est pas le petit supplément d'âme qu'on saupoudre pour dire ce récit est poétique, cette photo est poétique, c'est un film poétique, c'est un moment poétique. Non, moi je parle de la poésie qui est dans le poème. C'est mon deuxième piquet. Mon troisième piquet, c'est que peut-être qu'on n'y pense pas souvent, mais la science et la poésie ne sont pas si éloignées l'une de l'autre, parce que toutes les deux interrogent le monde et cherchent à le comprendre. On pourrait parler de ça, si vous voulez, on pourra y revenir. Il y a plein d'exemples qui peuvent corroborer cette affirmation. La poésie n'est pas un communiqué, elle n'informe de rien, elle interroge. C'est mon troisième piquet. Et mon quatrième piquet, c'est que la poésie de mon point de vue, est un outil de résistance parce que c'est une langue qui est inaliénable. C'est la langue qui oppose sa profondeur, son invention, sa facétie, sa complexité à la langue des communicants, des marchands, des bonimenteurs, en 2 mots.
des publicistes, etc., etc. Voilà, on pourra revenir sur ces 4 piquets, mais si ça vous intéresse. Voilà, alors ce temps-là que nous allons passer ensemble, dans un premier temps, je vais vous lire quelques textes à moi. Ensuite, je vous lirai quelques textes de femmes que j'ai choisi de vous présenter. Dans un deuxième temps, j'aborderai la question, comme le disait André, avec énormément de guillemets, de peut-il y avoir une poésie politique ou la poésie peut-elle avoir une portée politique au sens très large de la vie dans la cité, etc. Donc, je vais commencer par lire le poème que vous avez mis en exergue dans l'invitation de l'UPPA. Vous avez dit ce poème qui s'appelle « Ma mère est une héros ». Alors, un jour, je le dirai que ma mère est une héros, une fabuleuse garnement qui se promène sur les chantiers interdits au public et que c'est son plaisir des dimanches. Un jour, je le dirai qu'elle est aussi une pirate du samedi soir, qui déplie des drapeaux noirs aux fenêtres de ses greniers. Un jour, je le dirai que ma mère est une chenapan, qu'elle cache des hors-la-loi dans son jardin et fait pousser des herbes défendues au milieu des herbes folles. Un jour, je le dirai qu'elle fabrique des arbres de Noël avec des échelles à cueillir les cerises. Un jour, je le dirai que ma poésie, c'est du trafic de frontières entre elle et moi. Alors juste, je fais une petite remarque au sujet de ce texte. Ma mère est une héros. C'est que, je suis absolument certaine que l'écriture inclusive et la féminisation des noms est quelque chose d'important. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais moi, personnellement, ça ne me plaît pas toujours, la féminisation des mots. Et j'ai pris parti de temps en temps de mettre des articles ou des adjectifs féminins devant des noms masculins. C'est ma façon de trouver quelque chose qui me convienne bien. Alors, j'en suis pas encore à mettre des articles masculins devant des noms féminins du genre, je sais pas moi, un bergère ou un danseuse. Ça pourrait peut-être équilibrer les choses, mais bon, voilà, c'est une petite remarque. Alors, puisque je parle de féminin et de femmes, je vais lire un poème qui est dans un livre qui s'appelle Cantilène et qui s'appelle Le petit E. Je suis une femme et toute chose accolée à mon nom porte un petit E. J'aime bien le petit E qui ferme le nom des filles, des femmes et des femelles. Cette boucle sur elle-même qui veille là comme un coquillage et protège la chair vivante. Une sorte de petit loquet qui s'entr'ouvre pour nous trouver intacts, entièrement nous derrière les mots qui nous disent. Sauras-tu soulever légèrement le petit E de mon genre pour me voir nue derrière la porte? Je veux croire chaque jour que mon petit E me protège des dégâts. Quand je suis debout, il se tient derrière mon visage, une sorte de flocon incertain qui passe dans mes yeux quand je suis prête à me rendre au chaos. Il y a dans mon E mes deux déterminations, la biologique et la volontaire. Quand les questions ont la dent dure, je sors ma canine, mon piochon, ma voyelle pour creuser plus avant, pour résoudre les énigmes. Il faudrait ordonner les énigmes, poser les plus grandes au fond et les plus petites près de la main, comme sur les photos de classe. Parmi les énigmes, il y a d'être vivant.
Quand l'énigme est trop grande, je me mets à chanter doucement, la bouche fermée, et cela fait un infime bourdonnement contre ma lèvre basse. Un bourdonnement comme d'abeilles, quand on les entend sur la paroi où l'orage va frapper, et qu'alors il faut se délester de tout ce qui attire la foudre, crampons, piolets et petite assiette en fer. Il faut savoir jeter dans le vide ce qui nous plombe la vie, notre quincaillerie facile, ce à quoi on s'accroche ou dans quoi on mange. Oh, la jolie chute, et ce bruit de vitesse qui traverse l'air. Vite, soyons légers et nus, les mains sur l'arête, avant que la foudre nous frappe. Voilà. Je vais aussi vous lire 3-4 petits poèmes d'un autre livre qui s'appelle « Le nom de ce qui ne dort pas », qui est chez le même éditeur et qui est un livre de deuil. Je ne dors pas, je tourne et me désole. J'écoute le fleuve noir, noir la nuit et noir le jour, enrouler des buissons épineux dans sa langue, au bord des rives limoneuses, les faire ployer, leur faire rendre gorge. J'écoute le fleuve noir, noir la nuit et noir le jour, pour connaître le nom de ce qui ne dort pas. Shifumi, je joue avec l'aube qui ne vient pas. Pierre, feuille, ciseaux, j'invente une histoire où je suis femme légère, prise doucement dans un paysage patient, puis femme à souliers de bois, accroupie près d'un feu de racines sèches. Pierre, feuille, ciseaux, mon sommeil jeté au fond du puits fait un bruit vertigineux. Shifumi. Shifumi. La nuit, j'établis des listes ordonnées pour n'oublier rien ni personne. Je voudrais que mes morts me parlent derrière ce tas de bois sous la neige. Pierre, feuille, ciseaux, ma main est prise dans un papier froissé sur lequel je vois le nom de mon père. Shifumi. Que manque-t-il à mon courage pour changer en verger ce qui ne dort pas? Ma voix de contrebande dit « Grelin, grelot, combien j'ai de pierres dans mon sabot ?» Tu comptes les pierres, les moutons, les heures, les années. Cesse donc d'ébruiter les secrets qui n'ont pas de nom. Jamais tu ne sauras quoi ou qui sous ce tas de bois et sous la neige. Alors, je vais un tout petit peu revenir sur le premier livre qui s'appelle Mimosa, reliques et révolution. Je vais vous en lire 3 ou 4. Les matins s'ouvrent sur des histoires brutales. Il se passe des choses que je ne sais pas expliquer au petit duc de mon cœur. Je ne peux pas dire simplement « il y a des astres au ciel en forme d'horoscope difficile ». Je dois parler de preuves, d'une humanité captive, tordue dans sa vieille cage, et sous la terre des morts à la Lorca, avec des paysages secs dans les genoux. Je dois reconnaître que je n'ai pas de détails, mais que nous roulons vers l'incendie, que la vérité n'est qu'une question de vocabulaire. Et dire, et croire, oui, oui, il y a encore des jardins traversés de rivières et du raisin sur la tonnelle. Dans les roseaux, les ajoncs, au bord des étangs qu'ils voient à peine, se tiennent les chevaux mélancoliques. Rien ne bouge dans le paysage aux chevaux mélancoliques. On croirait qu'ils dorment, mais ils rêvent,
leurs yeux posés sur des brindilles à peine agitées d'un souffle. Parfois, un frémissement traverse leurs flancs en brève secousse. Un héron blanc se pose sur eux. Rien n'entame leurs rêves. En marge des grondements et des fureurs de vivre, je voudrais m'assoupir une journée entière près des chevaux mélancoliques. Quand nous aurons fermé les yeux pour toujours, nous irons en barque. Une barque en bois bleu et une toile fleurie au-dessus de nos têtes. Quand nous aurons fermé nos yeux pour toujours, nous partirons ainsi vers tous nos autres. Nous ferons halte parfois, près de carrières au bord de l'eau. Nous choisirons du sable et des pierres pour construire nos nouvelles maisons. Car nous aurons à cœur de vivre à nouveau ensemble, de partager le quotidien de ceux qui n'ont pas couru le monde. Quand nous aurons fermé nos yeux pour toujours, nous garderons au fond de nous des instants et des gestes. Chair de nos chairs, amour de nos amours, nos prochains, nos autres, quand nous aurons fermé nos yeux pour toujours, nous irons debout à travers les prés. En lisant des poèmes de Beau Carpellan et d'Emily Dickinson, j'essaie de trouver quelques phrases sur les années qui s'enfuient, sur celles qui s'en viennent, sur les espoirs renouvelés malgré les misères du monde. Je ne trouve qu'abattement quotidien et crainte durable, toutes ces choses froissées qui nous tiennent mal droit. Je cherche pourtant ce calme miraculeux qui saurait nous rendre imperméables à la douleur, oublieux des bruits du dehors, et pourrait nous rendre l'espoir d'un monde neuf, sauvage, silencieux, imprévisible. Comment j'ai changé mon jour de lessive en chanson, je ne le dirai à personne. C'est une question de vitalité. On s'assoit sous la lumière et peu à peu le chant vous vient à travers les gestes. Jour après jour, les gestes dressent en nous des refrains, des rengaines, et il y a peu à faire pour se sentir soudain prospère. Ce que la poésie fait à nos jours s'appelle parfois audace, et malgré l'usure et la tristesse, il est bon que cela arrive. Alors, ce que la poésie fait à nos jours, je ne sais pas ce que ça vous fait à vous, si ça vous fait des choses. La poésie. Pour moi, c'est vraiment un agrandissement de la vie, c'est-à-dire un agrandissement de la vie et surtout une sorte de surcroît de réel. C'est-à-dire que, il me semble, en tout cas c'est moi ce que je ressens, c'est que on est traversé de tant de choses, on est traversé de tant d'émotions évidemment, de douleurs, de craintes, et puis aussi de choses heureuses qui nous arrivent, que pour moi quand on l'écrit et qu'on écrit un poème, c'est comme si on rajoutait du réel au réel et comme si on disait, moi, au fond de moi, je me dis, alors oui, réellement, tu as vécu cela. Et c'est très simple, en fait, mais c'est très important. Et c'est drôle parce que hier, quand je préparais un peu, puis je lisais d'autres choses, et je suis en train de relire un livre de Beau Carpellan que j'ai cité tout à l'heure dans un poème, qui est un poète finlandais, mais qui écrivait en suédois. C'est ça, je parle sous le contrôle de Michel. Il a écrit un très beau texte à la fin d'un livre qui s'appelle Dehors, et il dit que ce qui a été vécu est devenu réalisé dans le langage. Et je me suis dit, ouais, c'est vraiment ça. Il dit aussi, dans les choses simples, les espaces du quotidien, vit une
une unité articulée avec force. L'artiste capture cette unité en images, en mots, en sons. Et c'est vraiment à la fois très simple et peut-être complexe, mais moi c'est vraiment comme ça que ce que la poésie fait à mes jours. Voilà. Alors, à présent, je voudrais vous parler de quelque chose d'autre qui est la lecture, parce que pour moi, lire, écrire, c'est presque un seul mot, c'est-à-dire que je ne vois pas comment on pourrait écrire si on ne lisait pas, et notamment de la poésie. C'est une histoire qui commence il y a très longtemps, une histoire, je vous raconte, puis je lirai le poème qui raconte ça, mais quand j'étais enfant, je vivais dans une maison qui était entourée de vignes. Et vous savez, les vignes, quand elles perdent leurs feuilles, vous avez vu, ça fait des lignes comme ça, avec des ceps tordus, et on dirait une écriture. Et moi, quand j'étais enfant, comme je suis myope et que j'ai des problèmes de vue, c'était un peu étrange, et je pensais que c'était des lignes d'écriture. Et je me pensais même, je croyais même qu'en grandissant, j'apprendrais à lire ces lignes et que ça me raconterait l'histoire de la maison. C'était un peu quelque chose que j'imaginais. Et ça commence là pour moi, la lecture. Je dis toujours, la lecture commence dans la vigne. Et à partir de là, je dis aussi que moi j'aime toutes les lignes, parce que la lecture, c'est aussi une lecture du monde, c'est une lecture des paysages, de tous les côtés. Moi j'aime les labours, j'aime les fils électriques, les fils à linge avec des lessives, parce que je trouve qu'un fil à linge avec une lessive, ça raconte une histoire. C'est une ligne qui raconte l'histoire des gens qui sont dans la maison. Et suivant ce qui est étendu, ça raconte l'histoire, une histoire. J'aime bien ça, lire les lignes des fils à linge, les haies aussi, les fleuves. Moi, j'habite au bord d'un fleuve, et puis en plus, sur ce fleuve, non seulement il y a la ligne du fleuve, mais il y a aussi toutes les lignes que dessinent les péniches qui le traversent toute la journée. J'aime aussi les ponts. Enfin, tous les espaces se déchiffraient longuement avec la lumière qui bascule, et c'est une lecture qui compte aussi beaucoup. Et comme ces pages de vigne qui inaugurent pour moi tout ce qui va advenir plus tard de manière définitive, je dis que lire, écrire, c'est nommer le monde. Lire, écrire, c'est demander à la vie comment elle s'appelle. Et donc je vais vous lire juste un tout petit extrait de ma maison de Geronimo où je raconte à plusieurs reprises l'importance de lire des choses et de lire des lignes de vigne et aussi de lire des livres. Alors, autour de ma maison de Geronimo, il y avait une vigne. L'hiver, sans feuilles, elle semblait une écriture secrète, tracée par une main mystérieuse devant la fenêtre. Quand je serai grande, je saurai lire cette histoire. Je me disais que toute l'histoire de ma maison de Geronimo était racontée là, dans le secret de ces lignes étranges. Si j'écris, c'est peut-être à cause de ce déchiffrement qui contient toutes mes voix de femme. Dans son petit vignoble, mon grand-père compte les pieds sur ses doigts. Pieds de vigne dans ma bouche, mon poème a une métrique tordue comme un cep. Dans son petit vignoble, mon grand-père regarde devant lui la partition. Il croit qu'il pourrait chanter le raisin, chanter la vigne. Si je compte sur mes doigts, c'est pour entendre la musique de mon poème. Et devant nous, plus loin, il y a la mer, il y a tous les bateaux sur lesquels il a navigué, et nous sommes un moment ensemble, à penser que toute notre vie, la longue sienne et ma petite, toute notre vie est écrite là, en lignes infinies d'horizons, de vagues et d'horizons de raisins, et on croit tenir tout en une seule fois. Dans ce livre aussi, je parle de lecture. Donc,
Il pleut dans un livre. À l'intérieur du livre, il y a une femme qui parle avec les fleurs. Elle a une voix de grillon qui voudrait franchir la palissade. Elle est jeune et va mourir bientôt. Elle sent des oiseaux noirs tourner au-dessus de sa chambre. Mes doigts se sont pris dans le titre du livre, comme entre les mâchoires d'un piège. Une femme parle dans un livre. Elle semble hésitante et on voit bien que sa parole est un pont de cordes pour traverser au-dessus des corbeaux, de l'abîme. Sa parole est pleine de fièvre et de rêverie pour dire les chambres de l'enfance, les marins perdus et le port où se laver. La lire ou lui prendre la main un instant, c'est pareil au même. On entre dans son livre comme dans sa maison de Geronimo. Car comment l'expliquer enfin qu'écrire est devenu le seul lieu habitable? Je parle de lecture aussi parce que parfois, comme je travaille dans une bibliothèque, comme l'a dit André, et que parfois des gens savent que j'écris, ils veulent me faire lire des choses. Et puis moi, je leur demande, ben oui, mais je veux bien lire un petit peu, mais est-ce que vous lisez des poètes contemporains? Est-ce que vous connaissez un petit peu? Est-ce que vous pouvez me dire dans quel... Parce qu'il y a beaucoup de différentes sortes de poésie, des différents éditeurs, etc. Parce qu'en général, les gens, c'est aussi pour trouver un éditeur qu'ils veulent faire lire. Et assez souvent, j'en suis toujours stupéfaite. Ils me disent « Ah non, 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 moi, je lis pas. Je lis pas les autres, je lis pas... Et alors ça, c'est vraiment, pour moi, incompréhensible. Donc... je vais vous dire pourquoi, pour moi, lire, enfin, bon, vous savez sans doute que le latin legere, ça veut dire ramasser, recueillir, rassembler. Donc ça, c'est très important. Je trouve que l'étymologie est toujours fascinante, mais voilà. Et c'est une sorte de bouquet, donc, que je vous propose à présent. Car nous ne devons pas oublier de rendre grâce à ceux qui nous ont nourris et qui continuent à nous nourrir. Donc je voudrais vous lire ce texte qui est juste un peu aussi pour dire avec qui on écrit, qui on a toujours près de soi. Si je pense aux auteurs qui m'accompagnent depuis mes longues années de lecture et que j'essaie de dire comment s'appelle leur monde, je pourrais avancer ce genre de choses. Je lis Clarice Lispector, parce qu'en elle vit un cheval suave et totalement sauvage, et parce qu'elle discute avec Dieu comme au café. Je lis Jules Supervielle, parce qu'il connaît le goût de la tristesse et que son enfant de la haute mer est aussi celui de la haute solitude. Je lis Catherine Mansfield, parce que j'aime sa voix de criquet au pied de la barrière et la lorgnette avec laquelle elle regarde le monde. Je lis Anna Maria Ortese parce qu'elle a parlé des enfants à Paz et que j'y ai reconnu des vérités d'enfants à Paz moi-même. Je lis Jean Giono pour sa célébration du jour qui vient. Je lis Marina Tsvetaeva parce qu'elle aurait pu porter un train sur son dos pour voir Pasternak et que c'est exactement cela qu'elle lui a écrit. Je lis Henri Bosco pour les petits cirques pleins de tristesse qui traversent les villages de ses romans. Je lis Emily Dickinson parce que son jardin est le monde. Je lis Jean Follin pour ses poèmes qui ont le goût et la couleur mélancolique du lilas. Je lis Beau Carpellan pour la beauté du silence qui hante ses poèmes. Je lis Yanis Ritsos pour ses bateaux et pour le bruit de la mer, pour la simplicité de son bol, à quoi j'aimerais parfois que se résume notre perception. Je lis William Goyen pour entrer avec lui dans sa somptueuse et délabrée maison d'haleine. Voilà. Alors, est-ce que vous avez à ce moment des questions ou je continue? Ça va? Alors, à présent, je voudrais vous lire... alors, j'aurais voulu en lire plein, pour dire la vérité,
parce que j'en aime beaucoup. C'était compliqué de choisir. Alors c'est vrai que j'ai donné à André une liste de femmes vivantes qui écrivent de la poésie que vous pourrez retrouver à la fin, et j'ai dû faire un choix. Parce que aussi, ce qui se passe, c'est que tout n'est pas facilement lisible à haute voix pour moi. C'est difficile aussi de donner sa voix aux poèmes des autres. Et j'ai choisi donc des choses dans lesquelles je me sentais assez bien pour vous les faire découvrir. La lecture silencieuse, c'est quelque chose qui compte aussi. C'est vrai que depuis beaucoup d'années, on a l'habitude de dire la poésie à haute voix devant des gens. Ça va jusqu'à la performance, où là, c'est vraiment un spectacle. Parfois, il y a des dispositifs techniques, de la vidéo, des bandes-sons, enfin, toutes des images, des projections. Il ne faut pas oublier, enfin, à mon sens aussi, que la poésie, elle se lit tout doucement dans les livres. Voilà. Donc là, je vais lire 3 poètes femmes que j'aime. Et avant ça, pour introduire, je voudrais dire... j'ai répondu une fois pour une revue, justement, on me demandait si je me sentais en affinité avec la poésie des femmes et comment, est-ce que pour moi le monde féminin était familier et tourné vers la connivence, etc. Et j'avais écrit ce petit texte juste qui commence par une citation de Beppe Fenoglio, qui est un écrivain italien, qui dans un livre fait parler une femme, et cette femme, elle dit: si je n'étais pas une femme, dit-elle, je voudrais être une femme. Et encore une femme. Et puis encore une femme. Mais si ce n'était pas possible, je voudrais être un héron. Car être une femme, être un héron, être un bouquet d'aubépines ou un lac, c'est être dans le grand tissage vivant. Et ce tissage-là, c'est le grand secret de ce qui nous lie. Moi, je me suis toujours sentie liée, nouée, renouée au féminin de l'être et aux femmes qui écrivent. C'est avec elles que je chemine, car c'est avec elles que je partage l'évidence de la source qui a traversé l'obscurité, le cachet de la terre et le dedans du corps. Alors, je vais vous lire 3 poèmes de Valérie Rousseau, peut-être vous la connaissez. Non. Oui. C'est Rousseau, Valérie Rousseau. Alors, dans un livre qui s'appelle Va où ? Bon, c'était un choix cruel, hein, mais je vous lis donc Valérie Rousseau, qui a fait une lecture la semaine dernière à la médiathèque de Nîmes et qui vient de publier un nouveau livre qui s'appelle La Petite Dame. Je pense aux personnes merveilleuses de ma vie. Je pense à vous, mes amis inconnus, innombrables. Je pense à Robert Desnos, dont les yeux étaient des perles. Je pense à Rimbaud, le jeune homme vert qui rougissait jusqu'aux oreilles. Je pense à Daubigné, couché avec ses pistolets. Je pense aux personnes à merveille dans ma vie, mes frères lointains, mes potes en allée, mais jamais rencontrés. Je pense au cœur de ma mère solitaire. Je pense sur la tête de mon père, je pense à mes aïeux en randonnion dessous la terre, je pense à ma grand-mère sempiternelle qui avait le blues toujours dans sa vieille blouse. Je pense aux personnes de merveilleuses avis, je pense à leurs coups de main, je pense à leurs coups de pied, au soleil coup coupé, à baisement corps, je pense à leurs coups de rein, je pense à leurs coups de dé. Je pense aux personnes qui me merveillent la vie d'hier à aujourd'hui et jusqu'au lendemain, la merveille de leur voix, de leurs rires et chagrins. Je pense à eux longtemps, je pense à eux très vite, je pense à elle aussi. Je pense partout à lui. Je pense aux personnes dans ma vie merveilleusement. Je pense merveilleusement aux personnes de ma vie, car je n'oublie personne, et pas même moi. Je pense à tout le monde et m'y trouve comprise. Je pense à moi qui pense à vous et à merveille. Alors, les voyages en train chez Valérie Rousseau, c'est toujours des épopées. Je pars, le cœur battant, prendre le train en marche. Pile au signal sonore, monterai mon bagage avec ma vie entière.
Sur les rails, je penserai à toute vitesse au bonheur étrange de sentir mon poids de chagrin lancé par des plaines jamais vues. J'apercevrai peut-être un vrai oiseau dont on me dira plus tard que c'était un hiatus. Tant de vide où se jeter qu'on parle de ciel pour remettre les choses à leur place qu'on croit. Un vrai oiseau, une authentique joie. Ça va où? Nous serons bien avancés quand j'aurai posé pour moi cette question waouh. Et cette question de ma peine et des plaines pleine de ma peine et de vent, je la laisse en suspens. On m'attendra sur le quai à l'heure exacte. Je saluerai, coucou, par la fenêtre. J'aurai fait bon voyage. La nourriture sera bonne, le lit confortable. Je n'aurai ni faim ni sommeil. Je ferai comme si, parce que ça ne mange pas de pain, contrairement aux oiseaux. Puis je repartirai, le cœur en miettes, toujours tapant et éperdu. Et un petit dernier. À tracer de quoi tenir droite, je penche. C'est de coucher sur le papier drôle d'expression. Et je songe aux vieux sages qui disaient qu'on n'a pas même à soi un nom. Et je signe ce que j'éprouve sans trop en faire une montagne de mes oignons. Voilà. Ensuite, je vais vous lire 3 poèmes de Alban Gelé, qui a sorti un livre dans la même collection, chez le même éditeur que Reliques et Révolution, la Mimosa, qui s'appelle Derrière l'horizon. Donc Alban Gelé, qui vit au bord de la Loire et qui, entre autres choses, élève des chevaux et travaille avec les chevaux. Alors, Alban, page 13. J'ai su très tôt que mourir n'était pas disparaître, mais j'ai tout raturé et la vie est devenue illisible. Les antilopes galopaient loin, elles faisaient de leur fuite un grand essoufflement. À force de barricader, je rapetissais, bras dessus, bras dessous, avec ma peine d'un côté, mais de l'autre une fougue, venue d'où, va savoir, de la force avec laquelle tu m'avais rebalancé dans les bras de la terre et de ma mère, première case de la marelle, retour à la case départ, moi qui aimais déjà le ciel. Quand le roi va à la chasse, ses grands souliers sur mes 5 doigts comptent à rebours. Le cœur trop vite, chaque jour, une leçon de grande réanimation. Tu me soufflais que la joie passait les murailles, mais rappelle-toi, j'avais les mains sur mes oreilles. Et page 20. Quelques enfants sur le bitume criaient « Sortez !» aux éperviers. Les craintes des uns se faufilaient parmi les autres et fabriquaient comme un halo, une transparence de tension. À la maison, j'ouvrais le soir mon cahier de légendes et retrouvais un homme sans âge, perdu assis au bord du monde, dans les brumes toujours les mêmes qui me faisaient plisser les yeux. Voilà, et puis une poète que j'aime énormément, qui est très peu connue, malheureusement, qui s'appelle Véronique Gentil, qui est aussi une peintre assez remarquable. Et dans ce livre-là, qui s'appelle « Les grands arbres s'effacent », publié chez Pierre Ménard, qui est un excellent éditeur, elle parle aussi d'un deuil, elle a perdu son mari. Et elle dit en début cette phrase que je trouve magnifique, « Ce qui est dit d'un homme n'est jamais à la mesure de cet homme ». Pardon. On me dit que tu vas m'oublier. Quand ? J'entends dehors qu'on abat des bois, qu'on retourne les sols, et j'aime un peu moins la terre. Maintenant, tu es mort, tu es tombé et tu es mort, longtemps. Maintenant, je vis jour après jour comme si c'était un seul et même jour. Est-ce encore de la vie ? L'oubli gagne à la manière d'une lèpre. Des années sont réduites au pli d'un éventail. Il faudrait pouvoir imaginer l'éventail ouvert, en grand, il faudrait.
J'accomplis dans une fausse quiétude ce qu'on doit de gestes pour tenir, autrement dit pour durer. Mais la durée comme l'étendue de soi ne sont jamais qu'un désir de régner. Or, je n'appelle ni l'une ni l'autre. Puis-je vivre sans toi, mon ami, marcher quand même? Ta parole me manque, ton silence me manque autant que ta parole. Il m'est si pénible de penser à toi que je n'y pense pas. Il n'y a rien à faire lorsqu'on est détruit, seulement voir si parmi les décombres, il n'y aurait pas quelques jolies pierres à ramasser et à mettre dans sa poche comme un talisman auquel on croit et on ne croit pas, parce qu'on n'est pas né de la dernière pluie et qu'on sait bien que la question n'est pas comment vivre protégé, mais comment vivre sans l'être. Voilà. Alors ça, c'était pour vous parler de 3 femmes que j'aime. Et à présent, je vais vous parler de 3 autres femmes, même 4 autres. Et parce que donc André m'avait demandé est-ce que c'était possible d'aborder cette question, on va dire, un peu politique, je mets énormément de guillemets, concernant les voix de femmes. Alors moi, dans politique, j'entends les femmes qui font entrer le monde dans leurs poèmes, le monde avec tout son chaos, son malheur, le malheur des plus démunis, ou encore qui témoignent des luttes, quelles qu'elles soient. Et donc, à ce titre-là, je vais vous présenter une poète qui s'appelle Patricia Cautron d'Aubigné. Je ne sais pas si elle a un rapport avec le d'Aubigné de tout à l'heure, Agrippa. Patricia Cautron d'Aubigné, ce livre est publié aux éditions La Différence. Son père travaillait dans une usine et l'usine a fermé. Et à ce moment-là, elle est allée passer des très longs jours avec les ouvriers de l'usine qui, à ce moment-là, occupaient l'usine. Elle a beaucoup parlé avec eux, elle a pris des slogans, elle a recopié des choses qui étaient marquées sur des grandes banderoles devant l'usine. Et à partir de là, elle a fait ce livre de témoignages et que je trouve très beau, que je lis souvent. Voilà ce qu'elle dit, Patricia Cautron d'Aubigné. Au début, donc, elle est allée les voir et elle a écrit ça. Ce serait donc pour eux un livre, l'improbable dans à peine une question. Vous allez faire un livre? Ils espèrent, ils voudraient, ils savent ce que font les livres aux hommes. Devant leur machine, mains graisseuses et noires, pleines d'odeurs d'huile brûlée, l'odeur de l'usine, des moteurs dans le corps et même dans des endroits secrets du corps, l'odeur après la douche, les ouvriers devant leur machine me demandent un livre, espèrent les mots, ce qui resterait d'eux et de l'usine, tant d'années après, une trace quand ici tout serait fini. Celui-là, je le trouve dans une usine où ils ne sont plus, je dirais, usine, pour l'enfance, pour le père qui usa des jours, tant d'heures chaque jour. Usine, pour la vérité du bruit dans le mot, du cambouis, du goudron dans le mot, et jusque sous les ongles. Entreprise, on doit dire. Ça ferait moins de machines à répétition. On serait pris entre soi, consentant et propre, mais je dirais usine. Là où ils ne sont plus, je dirais usine. Pour l'enfance, pour le père dont elle a pris le corps, pour le père et tous qui donnent leur sérieux et leur savoir, le geste et même sa répétition à usiner des pièces. N'entreprennent pas les ouvriers, ils font. Et ceci qui est absolument vrai et incroyable. Dans une autre usine, donc c'était la même usine, mais ce n'était pas l'usine où était son père, mais une autre usine du même patron, on va dire. Dans une autre usine, le tapis rouge pour le patron quand il était venu. Une fermeture déjà qu'il avait organisée, les ouvriers avaient décidé
leur bleu de travail au sol. Il marcherait dessus, lui, le patron, celui qui décidait la fermeture et les mesures autour et les bénéfices toujours. Il avait dû marcher sur les bleus de travail et les t-shirts, marcher, écraser les ouvriers sous leurs regards. Ils étaient là, serrés, alignés sur son trajet, d'une limousine noire à un bureau. Ils regardaient de tout leur corps tendu, qui ne frapperait pas. Existe-t-il une ivresse si luxueuse qu'elle permette d'oublier qu'on a marché sur le corps des hommes ? Je trouve cette image incroyable de ces ouvriers qui ont fait un tapis rouge-bleu avec leur bleu de travail et le patron qui a marché dessus tranquillement. Alors, je vais aussi vous parler de Joy Harjo, qui est une poète amérindienne, parce que c'est aussi une forme de résistance, ces femmes qui parlent de ce qu'elles vivent et de leur... alors, pardon, page 50. J'imagine quelqu'un parcourir les ruines de ma maison des années après mon départ et celui de tous ceux qui m'ont connu, ma famille, ma nation, quand il ne restera que des histoires pour conter ce qui nous est arrivé. Avons-nous fui un ennemi ou succombé à la famine ou à une inondation ? Alors, Joy Harjo, c'est une Amérindienne. Elle est née dans l'Oklahoma en 1951. Elle est aussi dans des luttes féministes, etc. Et ce à quoi elle parle, à quoi elle fait allusion là, quand il ne restera que des histoires pour conter ce qui nous est arrivé, c'est que les Indiens, ils pensent que les histoires, ce sont des êtres vivants et même ils se demandent ce que font les histoires quand elles ne sont pas racontées. Et les histoires, disent-ils, elles errent comme ça et elles cherchent la tête d'un homme ou d'une femme pour rentrer dans sa tête et pour être racontées. Et ils disent aussi que si, par exemple, on se promène, on voit un arbre calciné, un animal blessé ou là, une maison abandonnée, à ce moment-là, l'histoire, elle peut raconter ce qui s'est passé. Je trouve ça vraiment très, très beau. Et elle dit aussi... Sur les terres de mon Oklahoma natal, où nous nous retrouvons pour danser, nous parlons parfois de la complexité du sens, mais pour le saisir, pour le connaître intimement, ce délicat substrat d'histoire et de famille, il faut le vivre dans la danse, dans son être. Il y avait là une femme qu'on aimait, elle était belle à voir avec son esprit vif et son imagination. Elle aimait regarder les pêchers du verger par la fenêtre sud et chérissait les boucles d'oreilles en turquoise que sa mère lui avait offertes le jour de son mariage. Sa vie comptait profondément à ses yeux, à ceux de ses enfants, de ceux qu'elle aimait, des oiseaux auxquels elle jetait en miettes éparses les restes du repas familial. C'était sa maison, et des années après, cette maison se souvenait encore d'elle, même si elle avait presque disparu, même si l'esprit de la femme avait filé de l'autre côté. Il y a tout un courant de femmes amérindiennes, en Amérique latine aussi, qui se battent. Et puis il y en a aussi en Iran, ça vous le savez tous. Donc on a pu rencontrer l'année dernière une poète iranienne qui s'appelle Hati Atarzadeh, et qui venait de Téhéran pour 2 mois en France. Et on a eu la chance de la rencontrer 2-3 jours. C'est une femme qui veut continuer à vivre à Téhéran et à écrire de la poésie. Je vais vous lire 2 poèmes d'elle. Les petites choses, ça s'appelle. Certains d'entre nous meurent, certains d'entre nous sont écrasés, certains d'entre nous brûlent vifs,
parfois on nous crucifie, parfois on nous arrache la langue, parfois on nous retire les ongles. Certains d'entre nous restent seulement assis. Nous fumons des cigarettes et disons à voix basse « Les petites choses ont une importance éternelle. » Et après une toux, à nouveau, nous reprenons notre vie. Et puis, la terre est pour les vieux, les fous et les enfants errants, pour qu'ils restent assis toute la journée à fixer du regard les gouttes d'eau. La terre est pour les attardés, pour les retardés, pour ceux qui n'ont pas de main, pour les inutiles, pour ceux qui n'ont pas de travail, pour ceux qui ne courent pas, ceux qui n'ont pas de jambes et ne courent pas, pour qu'ils restent assis toute la journée à fixer du regard le ciel, pour voir comment les gouttes d'eau s'évaporent de la terre. Voilà, il y a d'autres poèmes beaucoup plus durs et beaucoup plus violents. C'est publié chez Bruno Doucet, un éditeur qui œuvre beaucoup pour faire connaître les paroles de poètes du monde entier. Voilà, beaucoup de traductions. Il n'y a pas beaucoup d'éditeurs, enfin pas beaucoup s'il y en a, mais des éditeurs de poésie contemporaine en traduction, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, et pour continuer sur la question politique, alors pour moi c'est vraiment très... Moi je ne vis pas dans un monde en guerre, je n'appartiens pas à une minorité opprimée, mais ce que je pourrais dire sur le versant dans lequel je me sens impliquée, on va dire, pour le dire comme ça, dans la vie de la cité, c'est parce que je considère que l'écriture aussi, pour moi, a à voir avec ce que je pourrais appeler de l'artisanat. C'est-à-dire, tout à l'heure, je parlais du grand tissage de la littérature et j'aime bien utiliser des images qui ont trait au métier lorsque je parle de l'écriture et de la poésie. Souvent, je dis que écrire, c'est un peu comme construire un mur, trouver la pierre qui va bien aller avec les autres pierres pour que le mur se construise et donc la maison et les abris où on se retrouve. Je prends souvent aussi l'image de pétrir le pain parce que je trouve que pétrir un pain, comme l'écriture, ça demande de mélanger beaucoup de choses ensemble, des ingrédients, mais des choses simples mais profondes et nourrissantes, de les pétrir longtemps, de laisser reposer longtemps, de repétrir, de laisser encore reposer, et puis après de rajouter des petites choses qui font que ça sera vraiment notre pain, des petits fruits secs ou je ne sais quoi, des fleurs. Et puis ensuite de le faire cuire, et une fois que c'est cuit, on peut dire que le grand four c'est l'éditeur. Une fois que c'est cuit, eh bien c'est la poésie comme le pain est faite aussi pour être partagée. Moi je crois que le poète il est relié aux autres hommes vraiment et à tous ceux qui font du pain, construisent des maisons, tournent une pièce de bois, rabotent, coupent, cousent des tissus ou tissent entre eux des choses. Et c'est quelqu'un qui partage un savoir-faire et c'est un homme ou une femme au travail et je trouve que de ce point de vue-là, il participe à la vie de la cité. Voilà, je regarde l'heure, il est 27, donc j'ai peut-être le temps pour finir de vous lire 2 derniers poèmes si ça vous va. Et voilà, ça sera pile poil, c'est bien. Page 47, je reviens sur mon mimosa, pardon. J'ai installé un théâtre d'ombre à l'orée du bois, l'oreille collée à terre, j'écoute qui vient, brigand ou obscurité, la nuit en grande pompe. Ma petite âme ne veut plus se battre dans les ténèbres, ni traverser des sols pauvres. Ma petite âme tremble de froid et d'abattement. Elle voudrait qu'on la renseigne sur le malheur du monde, sa raison et son triomphe.
Je n'irai pas plus loin, je n'en ai plus le désir. J'ai allumé autant de bougies que j'ai de souvenirs, moi qui ai l'oubli pétri au corps. On n'épuise jamais son grand voyage, ni sa pensive solitude. On choisit un figuier pour s'allonger dessous, et malgré son ombre ensorcelée, on sait que fermer les yeux agrandit lentement le monde. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup. Alors pour parler d'artisanat, pour revenir, je vous ai mis là en présentation quelques livres d'artistes parce que j'ai souvent donné des poèmes pour des vrais artistes du livre qui peignent, cousent, rabiotent, découpent, font du papier, etc., etc. Vous pouvez les regarder. Et voilà. Et puis là, j'ai mis quelques livres aussi. Enfin bon, bref, il y en a partout des livres là. Voilà. Si... Merci. Merci à vous. On passe aux questions. Mais moi, comme tout à l'heure, je me suis arrêtée parce que mon appareil m'avait fait des tours. Je voudrais dire juste que tu as fait participer à des choses, festival colloques, etc. Alors là, en France, il y en a beaucoup. À l'étranger, en Slovaquie, au Québec, en Mauritanie, au Tadjikistan. Mais c'est pour la semaine de la francophonie. Parce que je voulais demander en quelle langue tu avais lu. Donc c'est pour la semaine de la francophonie. Oui, c'était partout en français. Oui, bah oui. Et alors justement, enfin ça vient de... Est-ce que vous avez essayé des traductions de vos textes Ah oui. Pu travailler avec quelqu'un qui aurait traduit dans une autre langue? Oui, alors, moi, j'ai rien essayé, mais j'ai quelques poèmes qui ont été traduits dans des anthologies, je sais pas, en slovaque, en catalan, en islandais, en turc. Et je sais pas, je crois qu'il y en a encore une langue, je sais plus laquelle. Mais bon, et en persan. Voilà. Mais ça m'appartient pas. Des fois, on me demande si je peux donner quelques poèmes pour des anthologies à l'étranger, et puis c'est traduit, mais j'ai pas eu de recueil traduit intégralement. Je serais bien capable, moi je parle aucune autre langue que le français. Comme dirait Patrick Dubost, que peut-être vous connaissez, je parle la langue qui est dans ma bouche. Pouvez-vous parler de votre expérience carcérale? Ah. Alors, j'ai une expérience carcérale sous deux casquettes. Une expérience carcérale régulière à la Maison centrale d'Arles, sous ma casquette bibliothécaire, où je vais tous les mois porter des livres et échanger avec des détenus, donc des longues peines. Maison centrale, c'est très longue peine. Parfois avec des écrivains aussi avec lesquels je vais pour rencontrer des détenus. Dernièrement, j'y suis allée avec Sylvie Germain. L'année dernière, avec Antoine Choplin, qui a organisé un concours d'échecs, parce qu'Antoine Choplin est très féru d'échecs, et puis il voulait faire un concours d'échecs, et moi je lui disais, mais tu sais, il joue souvent aux échecs, je pense qu'ils sont forts, puis lui, je pense qu'il devait se dire, oui, mais en prison... il s'est pris une grosse raclée. Vraiment, en 3 minutes, il a été plié, il a fait plusieurs... Moi, j'y connais rien aux échecs, il a mené plusieurs parties, il s'est fait ratatiner, alors qu'il avait préparé ça en se disant, oh là là, je vais...
je vais me mettre un peu à leur niveau. Non, en fait, ils sont très forts. Quand ils lisent, quand ils jouent aux échecs, quand ils font des études, en maison centrale, ils sont très forts, très très forts. Voilà, donc ça c'est à la maison centrale. Et là, dernièrement, ce que je racontais à midi, c'est que j'ai été invitée pour le Printemps des Poètes à faire des ateliers d'écriture à la maison d'arrêt de Nîmes, quartier femmes et quartier hommes. Alors, quartier femmes, je n'avais jamais rencontré de femmes incarcérées. C'est quelque chose. Et quartier hommes. Et ce qui m'a vraiment frappée, c'est l'état de délabrement de ces lieux. Alors déjà, la maison centrale, c'est pas terrible, mais à côté de la maison d'arrêt, c'est un hôtel 3 étoiles. Pour vous dire, la maison d'arrêt, c'est absolument sordide. Tout est déglingué, tout est sale, tout est pourri. Même les bureaux de l'administration sont dans un état lamentable. Les gens n'ont pas de bureau pour travailler. Tout est cassé. Enfin, c'est horrible. Et les gens qui sont là, ben, ils n'ont aucune activité réellement. Donc là, ça faisait pas un quart d'heure, 20 minutes que j'avais commencé l'atelier que déjà ils me demandaient si je pouvais pas revenir parce que ça leur plaisait trop d'écrire des poèmes, etc., etc. Et quand on est rentré le soir, la personne qui organise les activités, elle avait une petite lettre sur son bureau qui lui disait « Madame, je vous en prie, inscrivez-moi à n'importe quelle activité. Je suis au bord du suicide. Je ne peux plus rester dans les cellules comme ça. N'importe quoi. Je vous en prie, inscrivez-moi. » Et elle me dit des lettres comme ça, j'en ai tous les jours. 3, 4, 5, 6. Et là, pour l'atelier d'écriture, moi, je prends 12 personnes, c'est déjà beaucoup. Et elle m'a dit il y avait 50 demandes. Donc, c'est affreux, en fait. Ils n'ont rien, à part des choses... Enfin, un peu d'enseignement, un peu d'école, mais à la maison centrale, il y a beaucoup plus de choses. C'est une violence en plus, même, je trouvais, la façon dont on parle à ces gens. On leur parle mal, Enfin, tout m'a choquée, en fait. Pourtant, j'ai l'habitude, je vais en prison depuis 1999. Mais à la maison centrale, quand on parle aux détenus, on dit monsieur, machin. Là, c'est le nom de famille avec un geste, là, comme ça. Ouais, j'ai trouvé ça terrible. Il y avait une grosse demande, une vraie ferveur. Hein. Ils étaient très touchants, quoi, en fait, tous ces jeunes. Que des lectures ou une production? Non, là, c'était des ateliers. J'ai pas beaucoup lu. Je les ai fait travailler. Et oui. Comment ça s'est organisé que vous puissiez y aller? Vous avez proposé, on est venu vous chercher, il y a eu un appel d'offres? Non, en fait, c'est la médiathèque de Nîmes qui, comme la médiathèque d'Arles, intervient à la maison d'arrêt. Et à la médiathèque de Nîmes, il y a quelqu'un qui est un poète qui s'appelle Guillaume Bopp, qui me connaissait, donc il m'a sollicité pour cette année, mais je pense que chaque année, il doit solliciter quelqu'un, un poète. Ça a été facile. On vous fait confiance, on n'a pas... Ah oui. Bon, il savait que je travaillais déjà à la maison d'Arles, centrale d'Arles. Ah, c'est facile d'y rentrer, hein, mais par contre... Il faut assurer. Enfin, c'est facile d'y rentrer, oui et non, parce que j'ai trouvé que c'était encore plus compliqué qu'à la maison centrale, en fait. Comment se fait-il qu'il y ait si peu d'ateliers et vous avez été invité une fois? Est-ce qu'il y aura une récurrence de cette invitation ou est-ce que c'était quelque chose comme ça, un petit peu isolé? Non, je pense que tous les ans, ils doivent inviter quelqu'un pour une fois. Moi, je suis en train de voir si je ne vais pas y aller gracieusement une autre fois ou 2 autres fois parce qu'il y a une telle demande que, voilà, c'est... Mais parce qu'il n'y a pas de budget, en fait. Parce que à la maison centrale d'Arles, mais là, l'année dernière, déjà, ils ont réduit les budgets de 50% en cours d'année. Et là, je pense que cette année, il y a quasiment plus rien en termes d'activité. Oui, ça repose sur des bénévoles. C'est important votre témoignage parce que on l'entend dire ça. Hein, j'ai déjà entendu ça, mais on l'entend plutôt à la télé, on l'entend plutôt
je ne sais pas, vous venez nous raconter quelque chose de vivant et de votre vécu. Et je trouve que c'est un témoignage qui est important pour nous. C'est la vérité, c'est Ouais. la vraie. Ils étaient vraiment heureux de pouvoir faire ça. Je ne sais pas comment vous dire, mais ça m'a vraiment brisé le cœur parce qu'ils disaient ouais, il faut revenir, madame, il faut revenir. Moi, je vais écrire des poèmes ce soir dans ma cellule, je vous promets, la prochaine fois que vous venez, je vous ferai lire et tout. Puis il y en a un, j'ai lu Les Chevaux mélancoliques, là, vous savez, où je dis un héron se pose parfois sur eux et tout ça. Il y en a un qui m'a dit, mais n'importe quoi, c'est pas des hérons qui se posent, c'est des aigrettes. Je dis pas, ouais, c'est vrai, vous avez raison, c'est des aigrettes. On a une culture. Ouais, bah oui, mais c'était vraiment bien ce qu'ils ont fait en plus. Hein. Et les femmes aussi, les femmes, alors voilà, les femmes, c'est très 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 solidaire entre elles, les femmes. Il y avait, comme j'avais écrit des consignes, il y avait une jeune fille qui parlait italien et qui a exprimé dans un français très très hésitant qu'elle ne comprenait pas la consigne parce qu'elle ne parlait pas français. Et il y avait une jeune fille à côté de moi de 19 ans qui a parlé en italien, qui lui a dit « Mais moi, je parle italien, je vais te traduire la consigne en italien. » Elle a tout recopié en italien en traduisant. Et ensuite, elle a retraduit en français ce que la jeune fille avait fait en italien. Et chaque fois que l'une lisait son poème, les autres, elles disaient « Ah, super, c'est magnifique ce que tu as écrit, bravo !» Elles applaudissaient, c'était incroyable. Elles étaient très, très, très soudées, mais on aurait dit, je ne sais pas, c'était vraiment bouleversant. Puis, des jeunes femmes de 30 ans qui n'ont plus de dents, des pauvres en fait, hein, c'est ça qu'il faut dire. Hein. C'est les pauvres qui sont en prison. Hein. Rien d'autre. Surtout les maisons d'arrêt, c'est des courtes peines. Moi, je ne voudrais pas y passer 2 nuits, hein, mais comparé à la centrale, disons, c'est des beaucoup plus courtes peines. Mais passer 2 ans là, même, je pense qu'on peut devenir fou au bout de pas longtemps. Ils sont à 4 ou 5 dans des cellules pour 2, donc la cour de promenade, je la voyais, parce que là où on faisait l'atelier, c'était derrière la bibliothèque, mais c'est sordide. Hein. Il y a une bibliothèque. Oui, il y a une bibliothèque au quartier femmes et une bibliothèque au quartier hommes. À la maison centrale d'Arles aussi. Et elles y allaient régulièrement. Pardon ? Elles y allaient régulièrement. Alors, elles y vont, mais c'est pas ouvert tout le temps. C'est ouvert que le matin, par exemple. Ouais, ça aussi, c'est... Parce qu'on ne veut pas les laisser toutes seules sans surveillance. Donc, comme il n'y a pas assez de surveillants, on n'ouvre que le matin, 2 heures le matin. Et il y en avait plein qui disaient, mais nous, on viendrait ici l'après-midi si on pouvait pour lire. Et, parce que dans la cellule, je pense qu'à 4 ou 5 pour lire, je ne sais pas s'ils ont la télé ou en plus, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous donnez comme consigne? Quel type d'atelier vous faites? Alors là, j'avais pris, c'était un exercice qui s'appelle la chimère. J'avais pris 5 poèmes avec une structure assez claire, assez simple. C'est des poèmes à trous. J'enlève des mots et il ou elle recompose le poème avec leurs mots à eux. Ça, c'était un exercice. Et l'autre, c'était l'exercice de la page arrachée. Donc j'ai pris un cahier assez épais et j'ai copié en haut de chaque page du cahier un début de poème ou un début de phrase, quelque chose d'assez, on dit un inducteur, enfin quelque chose qui donne envie de... Et je leur passe le cahier et ils regardent comme ça et s'ils tombent sur une phrase qui leur parle ou qui leur raconte quelque chose, ils l'arrachent et ils continuent. Et ça leur a beaucoup plu. Alors les femmes, elles n'ont rien arraché. Elles ont dit « Ah non, on ne peut pas arracher une page comme ça ». Je leur disais « Mais si, je l'ai fait exprès pour vous ». Mais elles n'ont pas voulu, donc elles ont recopié. Par contre, les gars, ils ont arraché. Et je leur ai même dit d'en prendre pour d'autres pour garder après. Et oui. Qu'est-ce qui vous marque dans ce qu'ils ont envie d'écrire, dans ce qu'ils ont envie de dire? Ah bah, comme nous, hein. L'amour, la liberté, voilà, être heureux. Ils disent des choses très simples. Hein. Oui. Ils ne vont pas chercher des trucs... ouais. L'amour, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. C'est que des poèmes d'amour, quasiment.
Même si ce n'étaient pas des poèmes qui, a priori, enfin, qui auraient pu permettre des tas d'autres choses. Hein, mais... Voilà. Depuis longtemps, la poésie, pour vous? Oui, Oui. depuis toujours, depuis l'école. Moi, il y a des mots qui me sont venus en vous écoutant, puis même le fait qu'on parle de l'univers carcéral, quelque chose de bien défini encore, l'impression merde, j'ai oublié le mot. Bon, enfin bref, c'est pas ça. Dans la production d'écrits, et une espèce de protection en définissant ça comme de la poésie. Qu'est-ce qui vous démarque par rapport à la démarche d'écriture? La limite Entre la poésie et quoi? C'est une protection pour vous de penser que ce que vous écrivez, c'est de la poésie. Et puis poser des questions sur vos productions. Je ne retrouve pas le mot, mais c'est comme si une effraction, voilà. Je veux dire, à l'écoute, on peut être sensible, insensible, comprendre, ne pas comprendre à certains moments, mais poser des questions, c'est comme une effraction à ce que vous avez produit. Enfin, ça m'interroge, et puis je me demande la démarcation entre l'écriture elle-même et puis la définition poésie. Ce qui est poétique pour vous ne l'est peut-être pas pour celui qui entend, à certains moments, enfin je sais pas, c'est un peu confus. Oui, alors, bon, la poésie, ce que je disais dans mon deuxième piquet, la poésie, pour moi, elle est dans le poème. Enfin, alors, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par démarche d'écriture, écriture? Alors, j'écris pas des romans, j'écris pas des essais, j'écris des poèmes. Je sais. C'est la structure qui vous fait dire que ce sont des poèmes, ou bien ce sont l'expression, la formulation des idées qui sont... C'est la vie. C'est la vie, c'est pas une histoire. Je sais. Ce sont des questions d'image. Pour moi, quand j'écoute, c'est plein d'images. Et vous avez une façon de regarder qui est spécifique et qui est la vôtre, poétique. Mais je ne réponds pas à la question, mais c'est un peu ça que je ressens quand je vous écoute. Ben, je ne sais pas trop quoi vous dire, en fait. J'ai un peu de mal à... Dans les fonctions du langage, enfin en linguistique, alors je ne me souviens plus, il y en a 6 en fait, mais la dernière, c'est la fonction poétique. Et la fonction poétique, elle est juste liée à l'expressivité. En fait. C'est juste l'expressivité. Par exemple, il y a une fonction, il y a la fonction de communication. Oui. Il y en a d'autres, alors je les ai oubliés, en plus, c'est des souvenirs de fac. Mais la fonction poétique, c'est l'expressivité. Il n'y a pas de forme particulière à la Donc poésie. avec sa sensibilité, l'expressivité est liée Oui. à la sensibilité, c'est ça? Oui, c'est ça, à travers l'humour, à travers le... Oui. Puis Le aussi, ce que message vous est avez très dit, concis quand même, c'est très raccourci, c'est très court un poème. Par rapport à un roman, Pas forcément. un roman sur 100 pages, on va dire des choses. Bah, Et dans le poème, en très peu de temps, on va exprimer quelque chose. C'est très différent. il y a des poèmes. Beaucoup plus court. C'est Il y a un aussi recueil. des poèmes très longs. Oui, Un c'est ça. recueil de poèmes. Oui, oui, oui. Et puis depuis qu'on est passé au vers libre, on va dire. Ah bah si, il y a des épopées. Oui, il y a des épopées. Hein, Oui, c'est ça, il y a des poèmes. c'est de la poésie. Oui, c'est sûr. Aussi ce que vous avez dit, c'est-à-dire en comparant, enfin en rapprochant poésie et science. Oui, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. C'est C'est la recherche quand même. les premiers poèmes, en fait, c'est les épopées, les mythologies, les cosmogonies, c'est toutes ces histoires en vers où les hommes ont essayé d'expliquer comment la Terre avait été créée, comment les êtres humains étaient apparus, comment les animaux étaient apparus. Toutes ces mythologies, c'était les premières
tentative d'explication du monde, et c'était sous forme de grands poèmes épiques qui racontaient tout ça. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que, ben oui, il y a cette question de l'origine du monde, et que la poésie, elle interroge, elle ne cesse d'interroger. Alors je ne sais pas si c'est à ça que vous faisiez allusion quand vous parlez de questions. Vous avez parlé de questions et d'effractions. Je ne sais pas si vous parliez des questions que vous pouviez poser vous ou que moi je pouvais poser. Moi, je pouvais lui poser. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, je me demande aussi si la poésie, c'est un univers personnel, c'est une protection aussi peut-être. Je pense au milieu carcéral, les détenus, ils ont aussi peut-être besoin de se recréer un univers personnel pour supporter l'univers carcéral en lui-même. Et ce côté protection, est-ce que vous adhérez à ce mot-là et ça vous parle non? Oui, oui et non. Pour moi, les livres, ce sont des abris, ça c'est sûr. Mais peut-être les poèmes un peu plus que... Oui, pourquoi pas. C'est sûr que tout ce qui nous permet de nous recentrer sur des choses importantes, profondes, forcément, ça a tendance à... Je ne sais pas comment dire, mais à nous recentrer sur ce qui compte vraiment, c'est sûr. Au milieu de tout ce chaos, ce bruit, ce fracas, la poésie, elle a une place... Mais la poésie, elle peut être aussi bruyante et fracassante. Enfin, vous voyez, c'est pas forcément... ça dépend le lien que chacun peut avoir avec... si vous écoutez Charles Penquin ou si vous écoutez... Julien Blaine, voilà, Patrick Dubost, enfin tous ces performeurs-là, je ne sais pas si vous aurez l'impression d'être protégé, je ne suis pas sûre. Mais oui, après c'est le lien intime que chacun entretient avec le livre, avec le poème, le livre, quel qu'il soit. C'est pour ça que je parlais de lecture silencieuse aussi, parce que il y a une intimité. C'est vrai que le livre, c'est un espace intime. Moi, quand je présente les livres d'artistes à des enfants, par exemple, je leur dis, un livre d'artiste, c'est un théâtre, en fait. C'est un petit théâtre. Regardez, par exemple, ce livre, c'est un vrai petit théâtre. C'est un théâtre dans lequel se retrouvent des gens qui ont, pour prendre ce dont je parlais à la fin, là, des métiers différents. Par exemple, un maître papetier qui va faire le papier, un graveur qui va graver ce qu'il y a à l'intérieur, un relieur qui, là il n'y en a pas, mais qui fera une reliure particulière, un typographe qui va typographier avec des lettres de plomb le poème. Et dans cet espace-là, il se joue plein de choses. Alors il se joue des choses techniques où les métiers se rencontrent. Et puis il se joue aussi tout ce qui se joue intimement, de soi à soi, avec le texte. Donc oui, et puis ça protège aussi, hein, ça fait un toit. Un livre, ça fait toujours un toit sur la tête des gens. Voilà, il y a plein de... Est-ce qu'on peut dire qu'on se soigne en écrivant? Ah, ça... Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, je pense que l'écriture, oui, ça a des vertus de faire monter au jour des choses qu'on ne sait pas qu'on sait. Moi, je crois beaucoup à la vertu de l'écriture par rapport à la mémoire, par rapport au savoir ancien, au savoir... même collectif, et puis aussi je crois même à la prophétie de l'écriture, à la dimension, mais ça c'est encore autre chose. Je reviens sur la question, est-ce que c'est intrusif? Une fois que vous l'avez livré, c'est-à-dire que vous faites les poésies, il y a les poésies que vous avez envie d'éditer. Elles ne sont plus tout à fait à vous, c'est-à-dire que vous nous les proposez, nous on les reçoit comme on le souhaite et comme nous sommes,
Et en fait, ça fait une rencontre entre vous et nous, Mhm. mais vous gardez votre intimité aussi. C'est-à-dire que vous avez la possibilité Ben, de reçu. dialoguer avec nous. Ouais. Et en ça ne me semble pas être une intrusion. Bah oui, de toute façon, dès l'instant que c'est publié, comme son nom l'indique, c'est rendu public. Donc, mais C'est pour ça qu'il y a des auteurs qui ont du mal à publier, Oui, qui ne veulent pas prendre ce risque. mhm. Et quand vous parlez de protection, il y a des poètes qui risquent leur vie parce qu'ils écrivent. Oui. Pas Oui, dans dans ce- leur cas, il y a aussi l'homosexualité, etc. Mais il y a des poètes qui. Bah, je pense qu'il y a certains pays, ouais. Aujourd'hui comme hier, mais aujourd'hui. Vraiment, là, vous avez parlé de poète iranienne, et on a reçu une poète iranienne là, samedi. Elle a passé des années, 4 ans en prison au total, parce que, à cause de ses poèmes, à cause de ce qu'elle écrivait. Donc, je ne crois pas que les poètes choisissent de se protéger ou pas. Enfin, il y a quelque chose d'une voix et d'une quête et d'une recherche avec les mots aussi, hein, pour dire, pour découvrir ce qu'ils ont à dire aussi. Souvent, les poètes disent qu'en fait, en écrivant, ils découvrent ce qu'ils ont à dire et ils ne choisissent pas. Hein. Je pense qu'un texte de Neruda, on en a parlé là justement, qui dit vous me demandez, enfin c'est très mauvais ma citation, j'ai pas eu le temps de revérifier, qui dit vous me demandez pourquoi je parle pas des fleurs, de la beauté de la nature, voilà, ou des amours, ou de venez voir le sang dans les rues, venez voir le sang dans les rues. Et il n'a pas choisi Neruda. En même temps, il dit j'aimerais bien parler des fleurs, de la nature. Voilà. Donc, J'ai envie de dire, moi, cette nécessité de mise en mots, de mise en image, ça donne peut-être une densité à sa propre existence qui donne le courage ensuite à certains poètes de livrer à l'autre, d'éditer ou de... Oui, peut-être. Souvent, les poètes, comme beaucoup d'écrivains, hein, ils disent que pourquoi on leur dit mais pourquoi vous faites ça, enfin, puis souvent, en tout cas les jeunes poètes, leurs parents leur ont dit ouais, enfin trouve un métier sérieux quand même. Hein, oui, d'accord, écrit de la poésie, mais trouve un métier sérieux. Et parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Voilà, ils écrivent parce que. Et ça me fait penser à ce que Duras, une fois, expliquait comme ça qu'il y avait des jeunes gens qui venaient là-bas et qui disaient moi je voudrais écrire mais je peux pas parce que je travaille, parce que ceci, parce que ça n'intéresse. Duras dit moi je leur dis un écrivain ça écrit. Voilà. Mais avec tous les risques aussi, hein, vous avez, je sais pas là, vous avez 30, 32 ans, ce qu'on a reçu aujourd'hui, écrire. Ça veut dire accepter des conditions de vie souvent très difficiles. Parce que, voilà, c'est pour ça que c'est pas peut-être la protection, ils le trouvent par ce qu'ils écrivent, mais leur vie n'est pas protégée, en tout cas. Sans parler de ceux qui la risquent vraiment pour d'autres raisons. Hein. Voilà, pour des raisons vraiment politiques ou simplement sexiste, enfin, au sens le plus bas du mot. Enfin, je sais pas, de toute façon, c'est forcément bas. Il y a un engagement de toute façon au départ qui prend diverses orientations. Ça peut être une orientation politique ou d'autres orientations. Même Madame Campagny, là, elle expliquait, c'est pas. Il y a des trucs. Certains de ses poèmes étaient érotiques. Et ça la condamne à la prison. Vous voyez, elle parlait d'amour, de corps, de voilà. Et ben c'est insupportable qu'une femme écrive sur le alors qu'un homme pouvait le lire. Mais elle, ça a été jugé insupportable. Donc c'est pas forcément dire dénoncer l'oppression, etc. Ça dépend dans quelle région on est. Quoi. Moi j'ai bien aimé la vigne, là, on a parlé,
la transcription qui se fait à tout, dans différents registres, la mise en mots. C'était beau cette image des cèpes de vigne. Oui. Est-ce qu'on peut dire un mot du pays? Le pays, il me semble que le pays, la région est très présente, mais je ne sais pas, c'est peut-être une idée. Bah, oui, sûrement, bien sûr. C'est très important, c'est ce qui nous... Là, j'avais été invitée il y a 2 ans à Besançon, et je devais écrire un long texte sur le travail, l'écriture, enfin sur mon travail, tout ça, et j'étais avec Jean-Baptiste Parra, je ne sais pas si vous voyez, le directeur de la revue Europe, et j'ai intitulé mon texte « La vigne et le cyprès ». Parce que la vigne, donc la lecture, les lignes comme ça, et le cyprès qui est un stylo, enfin un crayon. Et c'est sûr que moi, je suis née au bord de la mer, j'ai des grands-pères marins. Voilà, tout ça, ça compte. Ça, c'est l'enfance. Là d'où on vient, dans quoi là où on a ouvert les yeux. Enfin, oui, bien sûr, c'est très important. Il y a quand même une dimension universelle. Pour moi, il y a une dimension universelle. Donc, le pays. Non, ce qui est écrit, justement, c'est ça l'intérêt. C'est-à-dire que ça ne reste pas uniquement local. Ah oui, c'est pas. Non, c'est ça, c'est ce qui nourrit, les poèmes. Oui. Oui. Oui, je raconte pas, je fais pas des tableaux de paysages de chez moi, quoi, mais je me sers de ce qu'il y a. Oui, ça peut te parler à tous pour différentes raisons. C'est ça que vous voulez dire. On n'est pas centré sur. Oui, on se sert de ce qu'on a sous la main, sous les yeux, mais je raconte pas la vie. C'est pas. Je trouvais qu'il y avait, au début, quand vous avez lu le poème, des références à l'enfance, et ça convenait bien avec votre voix, qui était un peu fragile, un peu discrète, douce, féminine, et l'enfance. Bah oui, l'enfance. Bon, sur ce compliment, donc nous terminons. Ben merci beaucoup. Quelque chose, Non, merci.